Sylvie, Mota, Caroline Provo pour l'organisation efficace et chaleureuse. Mon intervention donc, porte sur un retour d'expérience de thèse. Avant de l'exposer, il me semblait aussi nécessaire d'expliquer très rapidement ce qui m'a poussé à entreprendre une telle folie. Si je suis arrivé en thèse, c'est parce que j'ai fait un master 2 recherche, avec plusieurs mémoires à rédiger, dont 2 mémoires sur la théorie réaliste de l'interprétation. Donc, de manière générale, et la théorie réaliste de l'interprétation appliquée au droit privé. En parallèle, j'ai suivi un DU de philosophie et théorie du droit, donc tout ça pour expliquer ma démarche doctorale. J'étais donc familiarisé avec le domaine. Donc mon expérience doctorale, c'est parler aujourd'hui de l'approche réaliste. Ce que j'ai trouvé intéressant dans une telle approche, une telle démarche, c'est que le réalisme a été identifiable autant dans la démarche de thèse que dans le fond de cette démarche. J'ai expérimenté le réalisme autant sur la forme et les méthodes que sur le fond. Et en décidant d'écrire une thèse, on prend l'initiative de soutenir un sujet, une opinion, une certaine vision d'un thème et d'un objet. On pense pouvoir apporter quelque chose au droit. C'est l'envie en général qui gouverne la thèse, et pour apporter, il faut créer, il faut ajouter, il faut déconstruire et donc reconstruire derrière. Il faut questionner, et c'est ce qui m'a plu dès ces expériences de recherche. La théorie et la philosophie du droit ont été des outils qui ont permis de tels questionnements, de telles initiatives. J'ai choisi particulièrement de travailler sur l'activité judiciaire, et l'approche réaliste permettait de questionner et enrichir un tel domaine. Le fond, tout d'abord, puisque c'est nécessaire, et la forme qui a réussi à soutenir le tout. Donc l'objet de ma thèse, c'était d'analyser l'apparence et la réalité des discours de la Cour de cassation. Je partais d'un constat, et un constat qui n'est absolument pas nouveau. En analysant le discours juridictionnel et institutionnel de la Cour, on se rend compte qu'il n'est pas tellement conforme à la présentation que l'on peut en faire dans les facultés de droit. Je me suis attardé sur les discours de la Cour, conformément à la théorie réaliste de l'interprétation. Je me suis intéressé à un juge, à un interprète qu'on appelle un interprète authentique, une autorité dont les décisions ne sont pas susceptibles d'être remises en cause. L'analyse du discours de la Cour de cassation révèle un décalage flagrant entre l'expression du discours, ce que j'ai appelé l'apparence de manière générale, et sa réalisation, son établissement, c'est-à-dire la réalité. Et en analysant ce discours, j'ai identifié d'abord un discours d'une autorité déléguée, d'un juge qui était subordonné à la loi, obéissant, respectueux, et dont l'œuvre principale, la jurisprudence, ne serait que le produit d'un syllogisme judiciaire mécanique. Et j'identifiais d'autre part, en parallèle, une réalité qui, au-delà des apparences, révélait un véritable pouvoir créateur judiciaire. Face à cela, je me suis questionné plus naïvement en essayant d'avoir une approche de théorie du droit et ensuite une approche critique. Je me suis posé la question, quelle est réellement l'activité du juge? Pourquoi le juge est-il présenté aujourd'hui comme un acteur du droit qui est subordonné à la loi? Comment expliquer que cette représentation d'un juge automate soit conservée alors que son office et son image institutionnelle font la démonstration d'une part d'une interprétation qui est volontariste et libre, et d'autre part d'une autorité judiciaire qui est affirmée et qui est déterminée à retrouver ses fondements. Premier intérêt que je trouvais dans ma démarche de thèse, c'était de poser des questions en droit privé. On regarde toujours le droit privé, le droit civil plus particulièrement comme étant formaliste, tourné vers la loi, tourné vers le code, alors qu'un regard réaliste permet de déconstruire ces postulats et de reconstruire une nouvelle représentation. L'affirmation du juge dans son pouvoir normatif n'est pas nouvelle en droit privé, mais il est une réalité indéniable. C'est qu'en droit privé, la figure du juge comme pouvoir créateur n'est pas tellement assumée. Ce qui n'est pas la même chose, par exemple, en droit public, où on le présente sans ambiguïté. Donc il me semblait intéressant dans ma thèse de renforcer cette prise de conscience que le juge aussi est un acteur dynamique, et que malgré la prééminence de la loi, il dispose d'une liberté d'interprétation et dont il use de manière pragmatique, en accord avec le réel. Dire cela, c'était donc questionner le système et la représentation que l'on a officiellement du juge. Et cette incohérence, ce décalage a été mis en exergue par cette approche réaliste, qui s'oppose à une approche donc idéaliste du droit. La démarche doctorale, c'est aussi choisir, c'est exposer et choisir. Donc j'ai dû exposer cette opposition de courants de pensée. On a d'une part un idéalisme qui s'inscrit dans une logique de devoir-être
C'est sur cette doctrine que repose précisément la dogmatique juridique traditionnelle. Denis de Béchillon identifie une telle doctrine dans le droit des manuels, par exemple, expliquant que l'idéalisme tend bien à décrire un état idéalisé des choses. Il se manifeste à travers un devoir-être, une approche de conformité entre une fiction et ce que l'on désire qu'elle devienne. Le système effectif cherche à imposer une représentation spécifique de lui-même et des règles juridiques qui le composent. Et en prenant l'exemple du système judiciaire français, le devoir-être, je l'ai identifié dans la prééminence de la loi, comme la source de droit par excellence, c'est à partir de laquelle le raisonnement du juge doit rentrer en conformité. Le juge est présenté comme un organe d'application, un organe qui est subordonné, qui est contraint, qui a un rôle uniquement d'application et non pas de création, pour dire le droit et faire justice. Et en opposition en fait, à cette doctrine idéaliste, s'établit un courant réaliste qui s'attache à décrire le réel et à le comprendre. C'est la volonté de savoir comment les choses se passent réellement. L'être s'oppose donc au devoir-être. En décrivant réellement, loin de tout jugement de valeur, loin de toute volonté d'imposer une représentation choisie en amont, on se rend compte que le réel en fait détermine le constat. Et en prenant toujours comme exemple le système judiciaire français, le réalisme met en exergue son attachement au réel en analysant le plus fidèlement possible l'activité du juge. À travers la doctrine réaliste et plusieurs théories réalistes dans l'interprétation, je vais y venir, je vais les présenter rapidement, le juge n'apparaît plus comme un simple organe d'application, dont l'interprétation encadrée de la loi serait simplement un acte de connaissance, mais comme un véritable organe créateur de droit, dont l'interprétation est créatrice et est un véritable acte de volonté. J'ai donc utilisé des outils nécessaires pour mettre en avant ce décalage et plaider en faveur d'une réelle cohérence du discours juridictionnel. Les méthodes que j'ai employées sont au nombre de 3, si je dois résumer. J'ai utilisé la théorie du droit comme outil, j'ai utilisé ensuite la philosophie du droit, et ensuite tout ça s'est inscrit dans une démarche que je définis comme une démarche pragmatique. La théorie du droit, on en parlait tout à l'heure, fixe déjà les règles d'une démarche spécifique dans la recherche. Elle est caractérisée par ce qu'on a appelé tout à l'heure la neutralité axiologique. C'est ce qui empêche a priori tout jugement de valeur. Il faut donc entreprendre une démarche réaliste, descriptive. Cette démarche théorique apporte un élément important à notre réflexion. Elle ne cherche pas à satisfaire des valeurs comme la justice, elle ne cherche pas à combattre l'injustice. Elle s'allège de toute idéalisation et elle ne traitera que de choses universelles, des choses qui sont communes à tous les systèmes juridiques. Éric Millard et Michel Tropper diront que seul ce qui est commun à tous les droits positifs, ou tout au moins à quelques droits positifs, peut faire l'objet d'une théorie. Or, les systèmes juridiques n'ont en commun que la forme et le raisonnement des juristes. La théorie du droit répond donc à un schéma neutre, à un schéma abstrait. Les idées qui sont à l'œuvre dans cette démarche ont une fonction méthodologique et non pas idéologique. Ça permet de s'émanciper de la chose sensible pour proposer une représentation du réel en termes de loi générale, universelle et régulière. J'ai entrepris donc mon travail de thèse dans cette optique, en prenant comme objet les discours de la Cour de cassation, afin d'analyser ce qui est réellement derrière ce qui devrait être, derrière ce qui est prescrit, derrière en fait l'idéalisme. Mon objet d'étude était donc un discours pluriel, un discours juridictionnel et institutionnel. Et dans cette analyse du discours juridictionnel, je me suis intéressé à la notion d'interprétation et à certaines théories du droit qui sont relativement célèbres. La théorie réaliste de l'interprétation de Michel Tropper, et je me suis intéressé ensuite, et j'expliquerai pourquoi mon cheminement, à la théorie structurante de Friedrich Müller. La théorie réaliste d'interprétation, dans un premier temps, pose un postulat, c'est que le seul sens, c'est celui qui se dégage de l'interprétation. Et on peut dire que préalablement à l'interprétation, les textes n'ont aucun sens, ils sont seulement en attente de sens. Et cette théorie s'oppose donc à toute vision idéaliste. De ce fait, lorsqu'on interprète un texte, lorsqu'on choisit un sens à ce texte, en réalité on lui confère un sens, et jusqu'au moment de l'interprétation, le texte n'a aucune valeur normative. Michel Tropper distingue bien donc, dans sa théorie réaliste le texte interprété de la norme qui est créée par la suite. La thèse classique selon laquelle le texte contient une intention, c'est-à-dire celle du législateur à la base, est donc questionnée, elle est remise en cause, il y a indétermination textuelle. Malgré l'intérêt que cette théorie peut avoir dans l'analyse de l'activité judiciaire, je me suis permis de m'en distancer.
La théorie réaliste de Michel Tropper m'a par exemple séduit sur certains points. Le fait que l'interprétation judiciaire est un acte de volonté, que le juge fait œuvre créatrice, mais je me suis permis de relativiser humblement ce côté irréaliste, paradoxalement, tendant à affirmer que le texte, support de l'interprétation, est totalement dénué de sens. Je me suis donc rangé à une théorie, à mon sens, plus raisonnable, celle de Friedrich Müller, c'est la théorie structurante, qui apparaît comme une théorie, à mon sens, plus raisonnable, en prenant le réel en considération, sans tomber dans les excès d'une théorie réaliste purement volontariste. Pour cette théorie structurante, le texte apparaît comme un support mettant à disposition des données résultant sur la création de la norme. C'est une sorte de livre de bord, un ensemble d'instructions qui va alors guider l'interprète au moment de l'interprétation. Et contrairement à la théorie réaliste de l'interprétation de Michel Tropper, la théorie structurante n'exclut pas une importance du texte. Pierre-André Côté l'explique de manière assez logique. Il explique qu'il serait absurde si l'on devait admettre l'impuissance du rédacteur à influer sur le sens que l'interprète donnera au texte. Donc le texte a forcément, et avait forcément pour moi, une influence sur l'interprétation concrétisation, et il semble évident que le texte de loi sert de base à cette interprétation, ce qui n'est pas le cas avec la théorie de Michel Tropper. Le texte correspond en lui-même à une contrainte, et Müller présente alors ce texte comme ayant la fonction d'une limitation dans le processus de production du droit. Cette contrainte textuelle, qui paraît tout à fait naturelle, permet ainsi d'échapper à plusieurs critiques, notamment la critique d'un potentiel arbitraire des juges, arbitraire judiciaire, ou d'échapper aux excès d'une inutilité normative du législateur. D'écrire dans ma thèse cela, c'était une étape essentielle. Je m'axais dans une neutralité axiologique. Mais c'est apparu aussi comme une contrainte, un obstacle, parce que derrière la description, je voulais aussi expliquer. J'ai donc mobilisé un autre outil de recherche, différent et complémentaire, la philosophie du droit et l'approche critique. Ma démarche globale était, outre présenter et confirmer un décalage entre l'apparence et la réalité, c'était d'expliquer ce décalage. Et la question du pourquoi s'est posée. Et lorsque la question du pourquoi se pose, la théorie du droit ne permet pas d'y répondre. Derrière ce pourquoi, on prend une distance avec l'objectivité, on prend une distance avec l'absence de jugement de valeur. Et si la question du pourquoi se pose, alors il apparaît nécessaire de construire une proposition et d'expliquer. Et je rebondis sur la remarque du professeur Xifaras de tout à l'heure, la diversité des méthodes est possible dans un travail de recherche, notamment la thèse. Et donc ma recherche a donc concilié deux démarches. En plus de la théorie, j'ai fait le choix d'une démarche de proposition réaliste, pragmatique. Pour ce faire, j'ai donc utilisé cet outil philosophique qui permet de dépasser cette observation à distance pour se poser la question du pourquoi et du comment de ce décalage que j'observais dans mon constat initial. Cette deuxième démarche scientifique a permis de tenter de comprendre, au-delà de la simple photographie du réel, ce décalage. Et à partir de ce moment-là, c'était vraiment le fruit de ma réflexion personnelle. Et dans ce sens-là, mon choix et mon raisonnement étaient critiquables parce qu'ils pouvaient se rapprocher de l'idéalisme. Cependant, avoir une approche combinant idéalisme et réalisme critique, ne paraît pas si illogique que cela. Je recite Denis de Béchillon qui explique qu'à bien des égards, ces points de vue, idéalistes et réalistes, sont plus que complémentaires. D'une certaine manière, ils sont également nécessaires et indispensables à l'intelligence du phénomène juridique. Pour moi, cet idéalisme, je l'associais à un certain pragmatisme, c'est-à-dire que dans ma démarche, je projetais un idéal, je plaidais en faveur d'une cohérence, en faveur d'un office du juge efficient, intelligible, mais je me basais sur le réel pour le déterminer, et pas sur une représentation ou une idée fantasmée du droit. Je me suis donc raccroché à ce pragmatisme, qui consiste alors à tirer et proposer du présent observé un futur efficient. De l'observation de la réalité judiciaire et des impacts concrets, il m'a apparu nécessaire de proposer modestement des évolutions afin de maximiser l'avenir, comme on dit, dans un souci d'efficacité et d'intelligibilité du droit. Et pour mener à bien cette démarche pragmatique, il fallait que je replace mon objet d'étude dans un contexte, dans le réel. Et je me heurtais à un défaut un peu de certaines réflexions, c'est-à-dire une réflexion auto-centrée. Je ne pouvais pas continuer à réfléchir mon objet d'étude, l'activité judiciaire, qu'au niveau national.
J'ai donc utilisé humblement, sans rentrer de manière aussi développée que les précédents intervenants, dans un autre outil de recherche, le droit comparé, en confrontant le système judiciaire national à deux autres systèmes juridictionnels, américains et européens, en confrontant les langages, les raisonnements et les cultures pour essayer de comprendre pourquoi en France on avait ce décalage entre l'apparence et la réalité. Donc le droit comparé fut un outil très instructif, en ce qu'il a permis à la fois de donner un exemple sur des évolutions possibles. C'était une sorte de retour d'expérience, même si évidemment les systèmes ne peuvent pas se confronter strictement tels quels entre eux. Et cette méthode d'analyse comparée m'a permis de me projeter et de mener une réflexion prospective sur la base d'éléments réels. Autre outil dans mon retour de thèse, toujours dans cette démarche réaliste, pragmatique, les entretiens. Il se trouve que ma thèse est arrivée dans un contexte de réforme de la Cour de cassation, et il me semblait important, pour rester dans un contexte bien concret, de pouvoir interroger les acteurs de cette réforme. J'ai pu écrire au premier président de la Cour de cassation, qui s'est rendu disponible, avec lequel j'ai pu discuter, ce qui m'a permis de guider ma recherche et ma réflexion et de l'inscrire dans la volonté quasi normative, voire doctrinale de la Cour de cassation. Je dois conclure en 2 minutes. Donc de manière générale, je peux dire que la recherche doctorale et donc mon retour de thèse est indéniablement une affaire de contraintes, une affaire de méthode et de forme. C'est une réalité que l'on ne peut pas éluder, mais qui dit contrainte dit aussi liberté, puisqu'il est question de choix, le choix d'une méthode, le choix d'un raisonnement. Et la recherche juridique est toujours cadrée par ces canons formels à respecter, ces méthodes à suivre. Dans ce travail doctoral, la méthode est à la fois gage d'objectivité, mais également une prise de position. C'est en fait l'identité de la thèse. Elle annonce la méthode, la couleur de la thèse. Elle lui en confère sa teneur et elle positionne aussi le chercheur, qu'il soit débutant ou confirmé. Elle est donc essentielle et je pense qu'on peut le dire, elle est trop peu abordée dans les facultés de droit. Peut-être pourrait-on donc du coup imaginer dans l'avenir des cours de méthode à destination des jeunes chercheurs, comme cela a été évoqué tout à l'heure, et puisse cette journée d'études et peut-être les suivantes, puisqu'apparemment c'est en projet, être un premier pas utile et productif en ce sens. Voilà, je vous remercie pour votre attention.